Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai fait une vidéo sur le rôle historique de la racaille, le rôle politique des voyous en France. Et j'ai eu pas mal de retours et plusieurs personnes très gentiment m'ont demandé d'approfondir l'analyse. Et je crois que le sujet mérite effectivement un approfondissement. Cela dit, je dois parler donc plus de 2 minutes 20. Donc on va exploser les limites de Twitter. Donc cette vidéo est postée sur YouTube dans son intégralité. Sur Twitter, vous n'en verrez qu'un extrait. Et je vous invite vraiment à la voir en entier parce que là, vous avez vraiment tout mon propos dans tous les détails. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui quand on dit que la racaille est une force de police supplétive, une milice, une force de police auxiliaire non officielle. Les gens s'étonnent. En fait, non, les gens ne devraient pas s'étonner parce que l'État, le pouvoir politique, est oppressif par définition. Il n'est pas gentil. L'État, le pouvoir n'est pas gentil, il est méchant. Il est obligé d'être méchant, c'est dans sa nature. C'est comme un lion dans la forêt, il faut qu'il mange quelqu'un. Et l'État opprime toujours quelqu'un. Alors soit c'est l'opposition, soit c'est une secte, soit c'est une ethnie. Dans une démocratie comme la démocratie française, par exemple, l'État opprime. Il opprime normalement les ennemis de la démocratie. Qu'est-ce que subit le Front National depuis les années 70? C'est l'oppression de l'État. On les accuse de tous les noms, ils sont ostracisés. Normalement, un État démocratique, il opprime les délinquants, il opprime les méchants, il opprime ceux qui violent le pacte social. Rousseau l'a dit, Rousseau a dit qu'il faut être impitoyable avec ceux qui refusent le pacte social. Rousseau, fondateur, inspirateur de la démocratie française, de la Révolution. Donc l'État, même démocratique, même la Suisse opprime. Normalement, elle opprime les délinquants. Le problème que nous avons aujourd'hui en France, c'est que nous n'opprimons plus les délinquants. Mais ça, on reviendra sur ça. Pourquoi les gens ne parviennent pas à saisir ça? Parce qu'ils se sont habitués à un État gentil. Mais ça, c'est très récent. C'est depuis les années 70, 80. C'est l'État-providence, la maman qui donne la CAF, le Crous de transport gratuit, la police désarmée, gentille, l'État mou, quoi. Voilà. Mais ça, c'est 30 ans. Dans l'histoire de la République française, c'est rien. Elle est née en 1789. Et dans l'histoire de France, c'est que dalle. Les 30 dernières années sont une parenthèse. Certains diront qu'elle est enchantée, d'autres diront qu'elle est décadente, mais c'est une parenthèse. Voilà, donc première chose, l'État est méchant et il ne faut pas lui en vouloir d'être méchant. C'est comme ça, c'est dans sa nature. La politique, ce n'est pas une histoire d'ONG, voilà, c'est une histoire le pouvoir est méchant, c'est comme ça. C'est presque sa nature qui est une nature animale. D'accord? Deuxième chose, l'État est intelligent. Enfin, l'État, le politique, pouvoir politique, il est intelligent, il est malin. Vous savez, vous pouvez lire l'histoire de tous les pays du monde, hein, France, Belgique, Russie, Turquie, de la manière suivante. Est au pouvoir et ne persiste au pouvoir que le plus grand fils de pute qui soit. Désolé de parler comme ça, mais c'est une histoire d'être fils de pute, c'est une mentalité de fils de pute. Se maintient au pouvoir la faction, le clan, qui est le plus fils de pute, le plus malin, le plus cynique, qui est prêt à tout. Et vous pouvez voir dans les pays où l'opposition ne parvient pas à prendre le pouvoir, dans les pays où l'opposition est toujours marginalisée, malgré des inégalités sociales énormes, malgré même si elle a raison, même si sa cause est juste, et vous voyez qu'elle n'arrive pas à prendre le pouvoir, c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment fils de pute. Dans beaucoup de pays du monde, c'est comme ça. Vous avez un pouvoir qui dure 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui n'arrive pas à lâcher l'affaire. Vous voyez l'Égypte, par exemple. Les militaires sont au pouvoir depuis 1952, le bilan est catastrophique. À part récupérer le canal de Suez et un peu le Sinaï contre Israël, ils n'ont pas réussi grand-chose. L'économie est catastrophique, la jeunesse est désespérée, et ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus fils de pute que les frères musulmans, qui sont quand même des grands fils de pute. Vous voyez, ce que je veux démontrer ici, c'est le fait que le pouvoir, il est intelligent et il est cynique. Il est malin. Il a un plan. S'il n'a pas de plan, s'il n'arrive pas à garder un avantage concurrentiel par rapport à ses adversaires qui sont des fils de pute, eh bien, il va sombrer. Les gentils meurent. Le Shah d'Iran gentil, il est mort en exil. Il a perdu le pouvoir bêtement. Parce que c'est lui qui a quitté le pouvoir. Il a pris un Boeing en janvier 1700, en fin d'année 1978. C'est lui qui est parti. Parce qu'il ne voulait pas tirer sur la foule. À Téhéran, lors du départ du Shah, les officiers de l'armée de l'air iranienne se sont agenouillés, ils ont embrassé les chaussures du Shah, ils ont dit « Majesté, s'il vous plaît, ne partez pas ».
On va gagner cette guerre. Il suffit que vous donnez les ordres. Louis XVI, il n'a pas été assez fils de pute parce qu'à Varennes, s'il en avait tiré sur la foule, il aurait rejoint les Autrichiens et peut-être que la monarchie française aurait duré encore 200 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre ça. Et ça, malheureusement, cette compréhension nous est interdite. Oui, elle nous est interdite, on ne peut pas la faire à cause des ONG, des droits de l'homme, de Mère Teresa, de Macron qui descend à Marseille comme l'abbé Pierre. Ça, c'est du flanc. C'est un écran de fumée pour vous dissimuler. C'est un travestissement. Le pouvoir politique aujourd'hui est travesti derrière Greta, derrière Amnesty International, derrière cette politique, derrière les allocations familiales. L'État est travesti, mais il est méchant. Et c'est comme ça. Parce que s'il n'est pas méchant, s'il n'est pas malin, l'opposition qui est aussi méchante et aussi maligne va prendre le pouvoir. Les anges ne vivent pas sur terre, les gars. Les anges vivent au ciel. Nous sommes dans la savane. Hein. La savane, elle existe à Moscou, comme à Paris, comme à Abidjan. D'accord? Ce n'est pas une histoire seulement du tiers-monde. Voilà. Donc maintenant qu'on a posé que deux principes, le pouvoir politique est méchant par nature et ensuite il est malin par nature. S'il veut persévérer dans son être, s'il veut continuer à être là, il faut qu'il soit malin, intelligent. Ben, on peut s'autoriser à regarder les méthodes utilisées par ce pouvoir. La première méthode utilisée par ce pouvoir, c'est créer l'impuissance, organiser l'impuissance des gens qui sont armés. Les gendarmes, salutations à un de mes collègues ici sur Twitter qui est gendarme, les gendarmes, les gens qui ont des armes, les gendarmes. Dans les gendarmes, vous avez aussi, à côté, vous avez les policiers, vous avez les militaires. L'État a toujours eu peur de ces gens-là. Bon sang. Au Maroc, il y a eu 2 coups d'État militaires. 2 coups d'État, 71, 72. En Algérie, il y a eu un coup d'État en 62 et en 65. 62 contre le GPRA, 65, Boumediene contre Ben Bella. Donc là, je ne suis pas dans la conspiration. En Espagne, pays européen, catholique, avancé, tout ce que vous voulez, coup d'État en 36, de 36 à 39. Militaire. Vous avez le coup d'État des militaires en Grèce, des colonels en 67, c'est-à-dire hier. Voilà, le coup d'État en Turquie en 2016, qui a été avorté comme ça. Hein. Ils ont failli prendre le pouvoir. Hein. Les F-16 auraient pu abattre Erdogan et c'était le retour de l'armée en Turquie. 2016, c'est-à-dire il y a quelques heures. Voilà, donc l'Afrique, je ne vous en parle même pas. Au Mali, on a eu 2 là, en l'espace d'1 an. Bon, voilà, donc l'État, même français, a peur de son armée. Et je vous rappelle qu'en France, la France est la fille du complot et du coup d'État. La fille du complot parce que la Révolution française a été en grande partie un complot de la bourgeoisie française, de France, aussi peut-être de puissances européennes, notamment l'Angleterre, qui voulait se venger de ce que Louis XV leur avait fait en leur faisant perdre les États-Unis, hein, Lafayette, tout ça. Les Anglais, ils ont la mémoire longue, ils ont raison. Vous avez peut-être les protestants qui ont été chassés, révocation d'édit de Nantes, qui ont financé ça. Et vous avez donc le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, c'est pas le hasard, hein, c'était manipulé. Il y a eu de l'argent qui a été donné aux sans-culottes pour aller à Versailles. Vous savez, les gens ne quittent pas Paris, ils font pas 20 bornes à pied, assiègent Versailles comme ça, par amour de la démocratie. Il faut bouffer, hein, il faut leur donner de l'argent, parce que les gens arrêtent de travailler quand même. Hein. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Hippolyte Taine, les origines de la France contemporaine. C'est une référence dans l'analyse de la Révolution française. Voilà, complot. Ensuite, la France est la fille du coup d'État. Il y a eu plusieurs coups d'État. Ceux de Napoléon, puis vous avez le coup d'État de Napoléon III. Plus proche de nous, 1851. Ça a quand même donné le Second Empire, coup d'État. Un type qui était élu en 48, si ma mémoire est bonne, en 50, je ne sais plus, il a fait un coup d'État en 51. Napoléon III, celui qui a fait Paris, là, Haussmann, tout ça. Il y a eu le coup d'État de Pétain, si vous voulez, en juin, juillet 40, hein, parce que on lui a donné le pouvoir et il a fait un coup d'État dans un sens parce qu'il a annulé la République et il a fait un nouveau régime, celui de Vichy. Ce n'était pas ce qui était prévu avec Léon Blum. Vous avez, dans un sens, un coup d'État de Gaulle, en 40 aussi. De Gaulle, il part en Angleterre et il dit « c'est moi la France ». Il a été condamné à mort. Hein. Ça peut être considéré comme un coup d'État parce qu'il a pris la France pour lui. Il a dit à Churchill, à Roosevelt « c'est moi la France, c'est avec moi qu'il faut discuter ». C'est avec moi. Donc c'est avec moi qu'il faut échanger les télégrammes diplomatiques, c'est à moi qu'il faut donner l'argent et c'est moi qui vais libérer la France. Coup d'État de Gaulle, là, évident.
58. En 58, pourquoi de Gaulle a chassé la 4ème République? Parce que les militaires d'Algérie, mai juin 58, se sont mobilisés et ont fait comprendre à Paris qu'ils avaient les paras et que les paras étaient prêts à sauter sur la Corse et Paris. Et là, la 4ème République s'est fait dessus, désolé de le dire comme ça, et elle a appelé de Gaulle. Si ça, c'est pas un coup d'État, enfin un coup d'État, vous voyez, c'est une menace de coup d'État, vous avez eu un putsch à Alger quand même. Hier, hein, Salan, tout ça, c'est 60, 61. D'accord? Vous avez eu des tentatives d'homicide sur De Gaulle en 61, 62, Petit Clamart. Fait par qui? C'était pas fait par des ouvriers du nord de la France. Ça a été fait par des gens qui ont fait Polytechnique, notamment le capitaine Terry, je crois. Terry, je crois qu'il s'appelait. Polytechnique, c'est pas, tu sais, c'est pas des voyous, ou c'est pas, non, c'est sérieux, c'est l'État français. Je crois que ces mecs étaient militaires en plus. Donc voilà. Et ils étaient, il y a une épuration dans l'armée française. En 62, il y a eu 2000 officiers de l'armée française qui ont été emprisonnés ou radiés. 2000, c'est énorme. Et plus 1600 se sont cassés. Ils ont dit on ne veut pas rester pour travailler De Gaulle. Donc tu as 3600 gars en rupture de banc. Et ce n'est pas des deuxième classes. Hein. Ce n'est pas des types qui vont nettoyer les chiottes. C'est des grands officiers. Élie de Saint-Marc, Massu, je ne sais plus s'il était dedans. Oui, c'est des grands officiers. C'est des gens jeunes, opérationnels. Ce n'est pas des généraux seulement. C'est des capitaines, c'est des lieutenants. Parce que le coup d'État, c'est une affaire de capitaine, de lieutenant. Il faut avoir entre 25 ans et 40 ans. Au-delà de 40 ans, on sont bourgeoises, on a la sciatique, on a mal au dos, on a une femme, des enfants, et puis on commence à penser à sa retraite. C'est entre 25 et 40 ans, et c'est une histoire de gens qui sont enragés. Le capitaine, le lieutenant, le sous-lieutenant, il est dans ses hommes. Il vit encore à la caserne. Il utilise les mêmes chiottes que les deuxièmes classes. Il utilise la même Jeep déglinguée. Ce n'est pas un maréchal, un général qui est à Paris, à l'école de guerre ou l'état-major et qui boit du café Nespresso Arabica. C'est ça. Et ça, ce sont des constantes dans l'histoire humaine. Il faut être naïf. Il faut être très naïf pour croire que l'État français aujourd'hui, 2021, la Startup Generation que nous avons au pouvoir, qu'elle n'a pas compris ça. Ils ne sont pas bêtes, ils sont très bien conseillés. Ils sont très bien conseillés. Donc, vous avez cet État, il a besoin d'organiser l'impuissance des gendarmes. Les flics, les gendarmes, gendarmerie nationale, et les militaires. Ben, comment il s'y prend? Ben, il les divise. Vous avez remarqué qu'en France, il y a deux polices, une civile et une militaire. À quoi ça sert? À diviser les polices, à créer la concurrence entre elles. Parce qu'on peut avoir une seule police dans le pays. Tu peux avoir une seule police. Il y a plein de pays où il y a une seule police. Pas besoin d'avoir une police pour les campagnes, une police pour les villes. Tu as la concurrence entre les forces spéciales en France, ce qu'on appelait dans les années 80 la guerre des polices, le GIGN contre le GIPN. Ça, je n'invente pas, c'est réel. Il y a eu il y a la concurrence entre le parquet et les flics. La concurrence, c'est organisé, c'est dans la loi. C'est pas fait comme ça c'est pas seulement pour défendre vos droits démocratiques en séparant l'instruction de l'enquête. Non, c'est fait pour qu'il n'y ait pas d'entente entre les gens qui ont accès aux armes et qui peuvent donner l'ordre d'arrêter quelqu'un. Un procureur peut donner l'ordre d'arrêter un ministre. Donc on l'antagonise artificiellement, structurellement contre les flics pour pas qu'il y ait d'entente, pour pas qu'il y ait de complot. Toute prise de pouvoir est un complot. Il n'y a que les idiots, bon, les naïfs, on va dire, pour être gentil, les naïfs qui peuplent nos médias publics, qui nous engueulent parce que nous parlons de complot. Le complot est un ingrédient de la politique. C'est comme le sexe dans le couple. C'est très important. On ne peut pas ne pas penser au complot. Bon. Donc voilà, donc l'État, tous les États font ça. Je vous ai parlé de la France, le Maroc c'est pareil, vous avez une gendarmerie et une police. L'Espagne va beaucoup plus loin. L'Espagne a des dizaines de forces de police. Parce que l'Espagne a connu le coup d'État. Qu'est-ce que c'est que Franco? 39, 75. Un coup d'État de 40 ans avec une dictature terrible. 200 000 disparus. Donc qu'est-ce qu'elle a fait l'Espagne? Elle s'est organisée pour qu'il n'y ait plus de coup d'État. Comment tu fais ça? Tu crées des structures qui sont coup-proofed. En anglais, c'est coup-proofed. À l'épreuve du coup d'État. C'est comme des trucs étanches. C'est comme un vêtement étanche. Eh bien, ce sont des structures étatiques étanches, blindées contre les coups d'État. Donc, tu as une police en Espagne qui est la Guardia Civile, qui est une sorte de gendarmerie. Tu as la Policia Nationale qui est civile. Tu as la Ertzaintza au Pays Basque. Tu as les Mossos d'Esquadra en Catalogne. En dessous, tu as des dizaines, sinon des centaines de polices municipales armées.
Donc effectivement, pour que les mecs se mettent d'accord pour aller marcher sur Madrid, c'est très difficile. Ce n'était pas le cas en 1939, entre 36 et 39, la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'était un complot des militaires. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais les militaires, ils étaient unis. Là, tout est divisé. Au Maroc, je reviens au Maroc, vous avez devant certains endroits officiels plusieurs gardes. C'est bariolé. Vous avez l'armée de l'air en patrouille, en poste fixe, poste fixe, on va dire, en statique. Tu as l'armée de l'air, l'armée de terre, les paras, les flics, les gendarmes. C'est le symbole de la division. C'est intelligent, c'est le travail d'un État. C'est diviser ses forces militaires. Vous avez ça aussi aux États-Unis. Les États-Unis sont organisés pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Parce que vous avez des milliers de forces de police qui s'enchevêtrent les unes sur les autres et qui sont le contre-pouvoir du FBI. Vous avez les shérifs, le marshal, vous avez les polices départements. Enfin, en Angleterre aussi, il paraît qu'il y a des milliers de forces de police. Je regarde mes notes. Voilà, donc ça c'est pour la division. Ensuite, l'État qui est méchant, je répète, est malin. Eh bien, il sait utiliser les bandits. D'accord? Pourquoi? Parce que les bandits sont une force qui est disponible et elle n'est pas chère. Un flic, ça coûte cher à former, un gendarme. Surtout dans un pays développé comme la France. Combien coûte la formation d'un flic? Il faut lui apprendre à tirer, les droits de l'homme, à ne pas s'énerver contre le premier voyou qui lui crache dessus. Il faut qu'il sache écrire, il faut qu'il sache taper un rapport. Quand il est dans une force spéciale, il faut l'entraîner. Il peut se blesser, donc tu perds le gars. Il peut tomber malade. Ça coûte la peau. Il faut l'armer. Il faut lui apprendre à rédiger un rapport pour que ça aille chez le juge, parce que le juge, il attend des rapports, une communication dans un certain style. Ça coûte cher de faire un flic en France, ou un gendarme ou un militaire. Une racaille, un voyou, je suis désolé, hein, voilà. Ça coûte que dalle. En plus, c'est très vulnérable une racaille, parce que c'est pas le problème de la racaille, c'est d'être dehors, c'est de ne pas être emprisonné. Donc ça mange dans la main du pouvoir. Un flic, s'il est honnête, tu ne peux pas le tenir par quoi? Tu vas le tenir par quoi? Les salaires et les retraites. Bon, il peut à la limite se démissionner, devenir chauffeur Uber ou patron de bistrot, un flic. Ou devenir agent de sécurité ailleurs, ou consultant, je ne sais pas quoi. Une racaille, un voyou, il ne sait faire que ça. Et il sait qu'il doit des choses à la loi. Il y a des preuves contre ces gens-là. La France a les preuves. Voilà, donc pour l'État français, algérien, tunisien, égyptien, tout ça, le bandit est intéressant parce qu'il suffit de lui dire je te laisse dehors et tu travailles pour moi. Je ne suis pas en train de faire de la conspiration, je suis en train de vous raconter ce que font les flics avec les indicateurs. Qu'est-ce qu'un indicateur? C'est une racaille, c'est un bandit qu'on laisse travailler contre de l'information. Et d'ailleurs qu'on paie, tenez-vous bien, avec des saisies de drogue. C'est vrai dans tous les pays du monde. Hein. Et je ne suis pas contre les indicateurs. Il faut être réaliste. Mais donc l'État a une politique avec le milieu de la délinquance. Voilà, l'État n'est pas une sainte vierge effarouchée qui combat parfaitement et tout le temps et en tout lieu les voyous. Ça, ce serait de la grande naïveté. D'accord? Je parlais de l'Égypte. En 2010-2011, lors des manifestations du printemps arabe à la place Tahrir, la place de la Libération. D'ailleurs, les journalistes français disent Tahrir, mais ce serait bien de vous traduire. La place de la Libération. Maïdan Tahrir, la place, une sorte de champ, comme le champ de Mars, c'est le champ de la Libération. Qu'a fait Moubarak quand il était acculé? Il a envoyé j'ai oublié le nom en arabe, mais peu importe, il a envoyé des voyous sur des chameaux. Parce que quand les flics ne peuvent plus s'occuper de gérer la situation, il a envoyé les bandits avec des sabres et des chameaux. L'impact psychologique, il y a eu des viols collectifs sur des nanas, voilà, des manifestantes, pour que les gens se cassent. Un flic, il faut vraiment beaucoup le casser et le corrompre pour qu'il viole une manifestante. Enfin, bon, vous pourrez me dire l'homme est capable de tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est l'Égypte 2010-2011. Ça, je ne parle pas de l'an premier de l'Hégire. En Syrie, qu'a fait Assad, Bachar el-Assad, quand il s'est senti acculé au début de la guerre, 2011, 2012, 2013, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré les prisonniers. Il n'a pas libéré. Il n'est pas con, il n'est pas bête, il est intelligent. Il a libéré les prisonniers parce que tu libères les malades mentaux, tu détruis l'opposition légale démocratique. Parce que les malades mentaux, ils attaquent tout le monde.
Tu les manipules, tu leur dis si tu ne travailles pas avec moi, eh ben, je te remets en tôle, ben, le mec il comprend. Voilà, il ne faut pas être naïf. Bien sûr, en France, vous avez eu les Black Blocs. Il faut être extrêmement naïf pour ne pas suspecter, au moins se douter, soupçonner une collusion entre l'État et les Black Blocs. Les mecs, ils arrivent de nulle part, habillés en noir, s'il vous plaît, donc visibles à 30 000 km. Ils font le boulot, ils cassent la manif, ils se cassent tranquilles. Il ne se passe rien. Voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est que les sans-culottes? Je vous dis, la France est la fille de ça. Qu'est-ce que c'est que les sans-culottes? La matière humaine qui a fait la Révolution française, ceux qui ont marché sur Versailles, ceux qui ont fait les grands massacres de septembre 1794. Que sont les sans-culottes? C'est la racaille de Paris. Il ne faut pas déconner. Que la démocratie française a été permise par ces gens-là. Il ne faut pas nous dire, oui, Robespierre, Rousseau, Voltaire, ça c'est bien. Mais il faut quand même des gens pour faire le coup de poing. Il faut la matière humaine. Les élites, c'est bien pour faire la déclaration des droits de l'homme, faire la conspiration et raconter l'histoire après. Michelet, tout ça, Hippolyte Taine, Lamartine, mais il faut regarder, sans les sans-culottes, nous ont donné la République française. Et c'était des voyous, à la solde d'une partie de la bourgeoisie française, qui voulait se débarrasser du clergé, lui prendre ses terrains, les biens de l'Église. Hein. On s'est battu pour ça aussi en 1789. C'est le pognon de l'Église qui possédait, je ne sais plus, 30% du territoire français. Il faudra me corriger si je me trompe. Et la bourgeoisie a décapité le roi quand même. D'accord? Et elle a fait le génocide des Vendéens, donc du catholicisme, et elle a fait l'épuration ethnique, je dis bien l'épuration ethnique, des nobles français, les fameux qui ont donné des immigrés qui sont partis. Donc la bourgeoisie a envoyé la racaille de Paris libérer les places pour qu'ils les prennent. Donc faut être sérieux 5 minutes. Voilà. Donc l'État est capable d'utiliser les bandits. Ensuite, l'État qui est méchant, je répète, méchant et malin, extrêmement intelligent, il utilise aussi des forces étrangères contre son propre peuple. Et là, c'est vieux comme le monde. Malheureusement, nous l'avons oublié parce que nous avons été ramollis, abrutis par l'État-providence, qui est d'ailleurs très sympa, hein, par la paix civile qui règne en France depuis, disons, les années 70-80. Nous confondons l'État avec notre maman. L'État n'est pas ta maman. L'État, c'est un lion qui est avec toi dans la même cage. Et du lion, normalement, tu te méfies. Tu ne vas pas embrasser le lion. Or, malheureusement, nous embrassons le lion, nous lui léchons le museau parce que nous le confondons avec notre maman. C'est une grave erreur. Un exemple de ma famille. Mon grand-père, Sidi Wafi, a été soldat dans l'armée française. C'était un Marocain, un Arabe, soldat dans l'armée française. Il a fait 4 ans prisonnier en Allemagne contre le nazisme. Donc mon grand-père, il a combattu le nazisme, contrairement à plusieurs d'entre nous sur Facebook qui combattant le nazisme derrière un clavier. Mon grand-père, il a passé 4 ans en Stalag. Bon. Il est rentré au Maroc en 1945, après la libération. Il a travaillé 2 ans au Maroc et il a été rappelé dans l'armée de terre française pour aller castagner, pour aller mater les mineurs français de Lille de 47 à 48. Ça, je l'ai lu sur son dossier militaire. Ça, c'est pas la conspiration, ça, je l'ai lu. De 47 à 48. Pourquoi la France a ramené les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais noirs pour aller remettre de l'ordre dans les grandes émeutes des mines de 47-48, les mines du Nord en général, Valenciennes, Roubaix? Parce que le type qui est étranger, mon grand-père, c'était un arabe musulman. Il n'avait aucune empathie pour le mineur polonais de Lille ou pour le petit blond qui demande la semaine des 40 heures au fond de la mine. C'est pour ça que tu ramènes des forces étrangères. Parce que comme ça, tu évites la fraternisation. Un régime s'effondre quand les flics commencent à avoir de l'empathie, de la pitié pour ceux qu'ils castagnent. Au Maroc, durant les années 90 où j'étais adolescent, il y avait une stratégie. Les forces anti-émeutes, elles étaient toujours déployées dans les provinces loin de leur lieu d'origine. Un type, moi j'ai de la famille qui a travaillé dans les forces anti-émeutes, et on les déployait à 200-300 bornes de leur lieu de naissance parce que tu ne vas pas aller castagner ton cousin, ou ton frère, ou ton père, ou ta mère, dans la rue. On t'envoie 300-400 bornes. Parce que là, tu n'as pas d'empathie. L'accent des gens change d'une province à l'autre, parfois la couleur de la peau, parfois les berbères contre les arabes, voilà. Eh bien, mon grand-père, il a participé de ça. Il a castagné des Français
au nom du gouvernement démocratique de la 4e République. Là, on n'est pas sous Vichy, on est en 47-48. D'accord? Vous avez eu, au Maroc, vous aviez des casernes entières de soldats étrangers qui ont aidé la France à castagner les Marocains, à maintenir l'ordre. Vous avez des tirailleurs sénégalais à Casablanca. Tirailleurs sénégalais de 1912 à 1956. Détestés par la population. Il y avait du racisme évidemment, mais parce que les tirailleurs sénégalais, ils nous cassaient les os, ils nous cassaient le dos tranquillement, parce qu'ils n'avaient pas d'empathie pour nous. Il y a la barrière raciale, la barrière ethnique. Il y a eu d'ailleurs l'affaire des Sénégalais, je crois que c'était en 1947 ou 1950, je ne me rappelle plus. Les Sénégalais, apparemment, ils sont allés voir des prostituées marocaines aux carrières centrales de Casablanca, un bidonville. Ça s'est mal passé. Ils en ont tué une, je crois, et la population les a poursuivis. Il y a eu plusieurs affaires à Casablanca de Sénégalais qui étaient des tirailleurs qui étaient lynchés par la population marocaine. Voilà, parce qu'il y avait de la rage. Au Maroc, il y avait des soldats tirailleurs algériens et tunisiens qui ont aidé la France à mater les Marocains. Il y a eu des Algériens à Madagascar de 45 à 48, je crois. Des Algériens pour aller mater les Noirs malgaches. Parce qu'il n'y a pas d'empathie au-delà de ta religion, de ton... L'empathie baisse. Il n'y a pas qu'il n'y en a pas, mais l'empathie, elle baisse beaucoup quand tu sors de ta communauté, de ton ethnie. D'où la diversité, d'où le danger de la diversité. Si la France te divise, la France, les États-Unis te divisent en blanc, noir, homo, arabe, hétéro, si on te divise en communauté, c'est la fin de l'empathie. Demain, ton voisin va te tuer, comme en Yougoslavie. Quand tu as un seul peuple uni, l'empathie, elle va jusqu'à la frontière. Au-delà de la frontière, tu as le Bosch ou le Schleu, comme on disait avant. Et là, tu peux lui casser la gueule. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, je regarde mes notes. Il y a eu des tirailleurs algériens au Vietnam. Le Vietnam a été conquis par les Français avec des tirailleurs algériens notamment. Le Mexique, il y a eu une grande aventure coloniale française au Mexique de 1860 à 67, je crois, avec Napoléon III, Maximilien d'Autriche. Qui en a envoyé au Mexique? Tirailleurs algériens. Pour casser la gueule des Mayas, des Aztèques, tout ça. Des Aztèques. Parce qu'il n'y a pas d'empathie. Donc tu castagnes tranquille, tu obéis aux ordres. Ce que veut le pouvoir, c'est que le flic obéisse aux ordres, qu'il ne fraternise pas. Donc, il y a un étranger, il obéit aux ordres parce qu'il est dans ta main. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Louis XVI, il avait une garde suisse. Donc là, ce n'est pas de la conspiration. Louis XVI avait une garde suisse. Donc, les gardes du corps du roi de France étaient des étrangers, s'il vous plaît. Je crois que j'ai rien oublié. Les Britanniques, ils ont fait ça aussi. Hein. Pourquoi il y a des Indiens, des Pakistanais aujourd'hui en Afrique du Sud? Pourquoi il y avait des Indiens, des Pakistanais en Ouganda jusqu'aux années 70? Parce qu'on a emmené des forces militaires étrangères mater les Noirs. Parce qu'entre un Indien et un Zoulou, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas de mariage mixte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Gandhi, il a grandi en Afrique du Sud. Ce n'est pas un hasard. Les fameux Sherpas tibétains, des excellents soldats, des soldats dits de l'armée britannique, pourquoi ils ont castagné même les nazis en Europe? Parce qu'ils n'avaient pas d'empathie pour eux. Tu ne pouvais pas employer les Sherpas facilement contre les propres Tibétains. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Toute cette logique-là des forces étrangères, tout cela, il faut le voir chez Ibn Khaldoun, le grand philosophe arabe, penseur arabe, qui a écrit ça. Moi, je n'invente rien. Il a écrit que tout empire, on peut dire que la République française est un empire, tout empire a besoin de poches, de sauvagerie, de violence, pas loin des grandes villes ou des grandes plaines, là où les impôts sont payés. Pensez à l'Île-de-France. Tu as l'Île-de-France, des gens ramollis qui travaillent dans les services, j'en faisais partie, donc, qui payent beaucoup d'impôts, qui ne savent pas se battre, qui ne savent pas se défendre. Le pouvoir, il a intérêt à mettre dedans, autour, des poches de sécurité, pardon, des poches de violence, pour les maintenir sous contrôle et les obliger à payer les impôts. Le jour où ces gens-là veulent se rebeller, tu leur envoies la racaille. Ça, c'est Ibn Khaldoun qui le dit. Moi, je l'adapte au contexte français. Tu regardes l'Algérie ottomane. Comment les Ottomans ont géré l'Algérie? Pourquoi les Ottomans sont restés en Algérie 330 ans, de 1500 à 1830? Comment ils ont fait? Ils ont fait la politique d'Ibn Khaldoun, que je viens de décrire. Ils ont mis autour, notamment d'Alger, de la Mitidia, de la plaine au sud d'Alger, ils ont mis des forces, ils ont fait de la gestion ethnique. Ils ont mis des métis, des Koulouglis notamment, dans des places fortes pour aller castagner les Berbères
des montagnes autour. Ils ont mis des tribus berbères, ils ont intercalé tribus berbères et tribus arabes. Comme ça, ils utilisent la discorde arabe-berbère pour avoir la paix. Voilà, c'est le même esprit. C'est plus que diviser pour mieux régner. C'est utiliser le manque d'empathie entre les races, les religions, les ethnies pour que toi, tu aies la paix et que tu continues à lever les impôts. Le pouvoir est là pour lever les impôts. La France, je vous le rappelle, est un enfer fiscal. Je crois que c'est le premier pays au monde, je suis très sûr, pour les impôts, pour la charge fiscale. Bon, avançons. Donc la France, si tu veux, je vais parler de ça. Voilà, donc on a posé le contexte. L'État est méchant, le pouvoir politique est méchant et intelligent, dans le sens malin, intelligence malicieuse. Il veut éviter le coup d'État, venant de ses propres forces armées, des gens, la police, gendarmerie, l'armée. Il utilise les bandits, ou il peut les utiliser quand il le veut, parce que c'est une force low cost, qui coûte rien, que dalle, et qui ne présente aucun risque. Et ça lui arrive d'utiliser des forces étrangères pour mater son propre peuple. Très bien. Quand on a dit ça, on peut mieux comprendre, ça fait 30 minutes qu'on parle, on peut mieux comprendre le phénomène de racaille que je vous explique. La racaille en France, elle est choyée. Elle est choyée par la justice. C'est une politique d'État. Qui sont les magistrats en France? Je ne veux pas les insulter, mais qui sont-ils? Ce sont des bourgeois. Les magistrats en France ne sont pas des immigrés. Ils ne sont pas venus en 1970 vivre à la Sonatrach. Ce ne sont pas des fils d'immigrés en général. Ce sont des bons bourgeois français. Ils appliquent une politique qui consiste à choyer la racaille. C'est comme si tu relâchais un lion dans un jardin d'enfants à chaque 5 minutes. Les flics arrêtent. Les flics font le job en général. Ils arrêtent les voyous. Les magistrats les relâchent. Tout de suite, dans 5 jours, ou dans 1 mois, dans 6 mois. Vous vivez dans un pays où les peines inférieures à 6 mois ne sont pas prononcées. Madame Belloubet n'est pas issue de Kabylie ou du Rif marocain. Je suis désolé. Monsieur Dupond-Moretti, c'est pas le fils d'un réfugié afghan. Voilà. Donc ce sont les bourgeois français qui font partie de l'État. Ils sont le pouvoir politique. Ils y participent, qui mènent cette politique. Et je vous assure, on nous dit le gouvernement des juges, c'est une bonne blague. On nous fait croire qu'il y a un gouvernement des juges, que les juges n'écoutent personne, qu'ils sont laxistes, parce que ça arrange le système. Quand le système veut être autoritaire, il est autoritaire. Et là, les juges s'écrasent. Le pass sanitaire est la preuve. Le confinement, le couvre-feu, il n'y a pas eu un juge qui a eu le courage de dire on va relâcher les pauvres Français, c'est pas constitutionnel. Donc quand l'État veut écraser les juges, il l'écrase. Donc on arrête de nous raconter cette fable du gouvernement des juges. Il n'y a pas de gouvernement des juges. Il y a un écran de fumée qu'on nous appelle gouvernement des juges. Ce qu'il y a, c'est un projet pour relâcher, pour intoxiquer la société française en y relâchant les forces du désordre, qui sont les voyous. Alors pourquoi? 2 buts, c'est ce que j'ai dit hier, 2 missions de la racaille. La première, c'est la guerre des polices. Il faut que vous compreniez que la racaille est une police comme une autre. Enfin, elle n'est pas comme une autre, c'est une police. Elle tient un territoire. Qu'est-ce que c'est qu'une police? Ce sont des gendarmes, des gens armés qui tiennent un territoire où ils prononcent une certaine justice. Voilà, ils interviennent dans les contentieux entre voisins. Ils oppriment les gens, donc la justice est une oppression. Et cette police-là, elle empêche les flics et les gendarmes de s'intéresser à la politique. Tu as des flics français qui sont lynchés. Tu as des flics qui se suicident. Pourquoi ils se suicident, les mecs? C'est pas parce que le boulot est dur. Je pense pas. Enfin, je suis pas flic. Ils se suicident aussi parce qu'ils sont démoralisés. Tu te fais humilier par une petite racaille de merde. Parce qu'en plus, on parle pas de joueurs de jiu-jitsu qui font 2 mètres. C'est des mecs qui sont fétiches, mais qui sont investis d'un pouvoir donné par l'État français, par le laxisme pénal. Ils savent que les magistrats leur couvrent leurs arrières. Donc ils t'insultent le flic, tu deviens fou. La hiérarchie aussi, elle joue un rôle qui est souvent toxique, m'a-t-on dit. Donc tu as aujourd'hui les flics qui sont fragilisés, démoralisés. Un type qui se suicide ou qui roule à l'alcool ou au psychotrope, c'est pas un type qui va faire un coup d'État. C'est un type fragile. En plus, il passe son temps à aller à éteindre, on dit en brésilien ici, à essayer d'assécher un cube de glace, un glaçon. Tu sors le glaçon du frigo, tu le mets dans un bol et tu essaies de l'assécher.
c'est perdu d'avance. C'est ce que fait la police française. Tant que les juges ne font pas le boulot et tant que l'immigration n'est pas arrêtée, les flics sont sacrifiés comme ça, comme on sacrifie des Kleenex. Il meurt, on lui fracasse le crâne, il se suicide, on en prend un autre, et les mecs continuent à intervenir dans les cités, à faire des opérations anti-drogue pour rien. Au fait, c'est pas pour rien, c'est la logique de la savane. Les flics contiennent les voyous et les empêchent de déborder des quartiers nord de Marseille, pour utiliser une image. Ils les empêchent de rentrer dans Paris 17e, et les voyous contiennent les flics. Ils les empêchent de s'occuper de police. Les flics français sont tellement pris ils ont tellement le nez dans le guidon qu'ils ne savent pas quel est leur vrai ennemi. Moi, je les suis un peu sur Twitter. Bon, vous me direz, Twitter, ce n'est pas un sondage d'opinion. Ça ne vaut pas une enquête anthropologique. Mais je vois sur Twitter. Les mecs qui te disent, oui, la racaille, la racaille, la racaille. Mais je leur dis, les mecs, votre ennemi réel, c'est l'État. Ce sont vos chefs qui introduisent la racaille en France et qui la relâchent. Et je ne sais pas s'ils ont compris ça. Puis un rôle très bizarre, je trouve, des syndicats de police. Mais là, je ne voudrais pas me faire trop d'ennemis. Je suis tout seul. Donc, j'ai besoin d'alliés. Donc, je ne vais pas trop rentrer là-dedans sans avoir trop de preuves. Donc, ça, c'est le boulot de la racaille. Contenir la police, participer à une guerre des polices pour éviter que les flics, l'armée, les gendarmes ne fassent un coup d'État. Et je vous ai montré par les faits qu'il y a eu déjà des tentatives sérieuses de prise de pouvoir venant de ce côté-là de l'État, des gens armés, d'accord? Ce n'est pas du fantasme. Deuxième mission historique avec un H majuscule des voyous, c'est rabaisser le peuple français, ce que j'appelle le grand déclassement. Rabaisser le peuple français, parce que celui qui te casse la gueule, celui qui viole ta femme, ta fille, celui qui te crache dessus, celui qui t'oblige à changer de trottoir, il te domine, il te rabaisse. Il te blesse d'une manière narcissique. Aujourd'hui, l'homme français n'est pas capable de défendre sa femme. Et un pays où les hommes, je dis bien les hommes, les mâles, et je m'en fous des féministes parce que l'histoire parle plus fort que le féminisme, un mâle qui ne défend pas sa femme, sa famille, son territoire est un mâle qui est rabaissé. Aujourd'hui, le mâle français est rabaissé. La France entière est rabaissée. Et ce mâle français, il peut être légion d'honneur, polytechnicien, ou ouvrier du bâtiment ou du textile du nord de la France, il est égal devant le voyou. Le voyou est un oppresseur équitable, inclusif. Tout le monde se fait casser la gueule. Vous avez vu les enfants du 7e arrondissement se faire défoncer le crâne par des racailles venus, je ne sais pas où, en métro et RER, sur le champ des Invalides, là, il y a quelques mois, après le déconfinement. Ce sont des gosses de riches du 7e arrondissement. Donc il y a une égalité. Donc, le rôle du voyou, c'est de rabaisser le peuple français pour lui expliquer qu'il n'est plus le maître chez lui. D'accord? Ce rôle-là, là, tu as plusieurs ramifications. Tu as la première ramification qui est le grand remplacement. Parce que quand tu n'es plus le maître chez toi, quand tu es réduit, quand tu es rabougri, quand tu te fais casser la gueule par un étranger ou un fils d'étranger, eh bien, tu es un pays conquis, pays colonisé. Hein. C'est une définition de la colonisation. Donc, le grand remplacement, tu l'acceptes. Puisque tu es une merde. Eh bien, tu peux être évincé de ton quartier. Ça existe. L'épuration ethnique en France, c'est pas seulement l'épuration ethnique, c'est pas seulement à Sarajevo. Ça existe en France. Le grand départ, le white fly, je crois qu'on appelle ça, le départ des blancs, poussé par la France périphérique par les voyous. D'autres communautés partent aussi. Hein. Les immigrés intégrés, assimilés, les gens bien partent aussi. D'accord? Bon. Mais là où je veux en venir, ce travail du voyou de rabaisser le peuple français, c'est aussi une déstabilisation psychologique. Le voyou fait une guerre psychologique contre le peuple français. Il ne s'en rend pas compte. Bon, il sait qu'il est colonialiste. Hein, quand tu les entends parler, hein, ils sont dans une logique de revanche. Il te dit, tes grands-parents colonisaient l'Algérie, je te colonise. Ils le disent. Hein. Mais ils ne sont pas conscients de leur rôle historique. Ils sont au service du pouvoir. Le pouvoir, il veut déstabiliser le peuple français. Parce qu'un peuple qui est dans une crise de larmes permanente, un peuple qui est terrorisé, un peuple qui est blessé narcissiquement, un peuple qui est psychologiquement déstabilisé, qui a peur, qui est sur la défensive, eh bien, il ne va pas se battre pour ses droits. Il assiste en pleurant passivement au démantèlement de la classe moyenne, quand même. Il assiste à l'ubérisation de l'emploi, à la précarité. Il assiste au grand recul des syndicats du travail. Parce que là, tout le monde est en télétravail, tout le monde est isolé. Comment tu vas faire une grève demain? Il assiste à la désindustrialisation de son pays, il n'a rien à dire. Il assiste au chômage de masse, il ferme sa gueule. Parce que le mec, il a peur. Et il a peur de la racaille, mais il a été cassé. C'est comme dans l'armée. Quand tu vas dans l'armée, on te casse au début. Comment on te casse?
On te change ton régime alimentaire, tu manges moins qu'avant. Et on te casse les horaires de sommeil. Et on te casse physiquement. On t'oblige à faire des exercices physiques pour te casser. C'est une réinvention de la personnalité. Ce que fait la racaille, ce que fait la criminalité en France, c'est réinventer la personnalité du peuple français pour en faire un peuple mollasson, soumis et donc déstabilisé. C'est comme si tu droguais le peuple, tu lui donnes là du cannabis et tu lui mettais de la, je sais pas moi, de la LSD dans l'eau potable de la Lyonnaise des Eaux. C'est pareil, c'est le même effet. Si tu changes sa personnalité, et donc tu peux lui imposer tout. Là, tu lui imposes la fin de la souveraineté française, tu lui imposes tout ce que tu veux. Et le pouvoir, il a des choses à nous faire avaler qui sont extraordinaires. On aura bientôt la fin de la sécurité sociale, enfin ça va péter le système, la fin des retraites. Là, je ne suis pas en train de faire de la conspiration. Le pouvoir, et d'ailleurs il a raison, il faudra bien un moment réformer les retraites, cette réforme sera sanglante, parce que là c'est le délire le système. Moi là je prends là, mon chapeau de libéral. Donc pour faire passer ça, il faut que tu aies un peuple de mollassons. Si tu as le peuple français des années 70, tu ne vas pas y arriver. Les Français, je vous rappelle, en 1995, ils ont bloqué le pays contre la réforme de Juppé. Cela, aujourd'hui, est impossible, notamment parce que les Français ne sont plus les mêmes. Ils ont été rééduqués. Et le voyou a fait ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc, résumé, nous arrivons aux conclusions. Le grand déclassement promu par la racaille permet le grand remplacement, on en a parlé. Il permet aussi le grand appauvrissement. Appauvrissement, c'est l'ubérisation, la fin de la classe moyenne. Voilà. Parce que les peuples acceptent de se faire plumer, ils ferment sa gueule. Voilà. Donc le grand déclassement, promu par la racaille, mais pas seulement, mais la racaille a un rôle important, il permet le grand remplacement et il permet le grand appauvrissement. Je ne dis pas que le grand remplacement et le grand appauvrissement sont dus à la racaille, mais la racaille y participe. Enfin, ils ne sont pas dus uniquement à la racaille, d'autres facteurs, je ne suis pas bête. Mais je dis que la racaille est un facteur, est un adjuvant, est un catalyseur. Ça rend possible les choses. D'accord? Donc la racaille, elle est aussi une victime. Finalement, elle sert des intérêts d'une oligarchie qui, elle, prend le pognon. Parce que le chouf ou le dealer, il a une durée de vie limitée. Et puis, il sera toujours un prolétaire. Bon, à part quelques grands barons et encore. L'oligarchie, elle restera l'oligarchie. La racaille meurt. La racaille est une munition. Je l'ai écrit dans mon livre de la diversité au séparatisme, un e-book qui vient de sortir. La racaille est une munition. Une munition, ça éclate. Et on la remplace. Le commanditaire, lui, est important. Le cerveau, la matière grise, ça c'est autre chose. D'accord? C'est comme Bin Laden. Bin Laden, c'est le commanditaire. Bin Laden, il a failli vivre une vie tranquille au Pakistan. S'il n'a pas été... Enfin bon, peu importe. Ceux qui sont morts, c'est les imbéciles qui se sont fait péter dans les marchés en Irak ou en septembre. Ceux-là, ce sont les munitions qui éclatent. Mais les Al-Zawahiri, Bin Laden, Baghdadi, tout ça, sont des bourgeois. Bin Laden est un millionnaire. Il n'est pas suffisamment bête pour aller mourir au djihad. Il n'y a que les idiots utiles qui se sont sacrifiés pour lui. Bon, l'histoire fonctionne comme ça. La bêtise fait partie de l'histoire, c'est un ingrédient de l'histoire. Bon, cela dit, le système peut se tromper. Ça peut mal tourner tout ça. Ce calcul de système, cet usage de la voyocratie, la racaille peut se retourner contre lui. Comme on dit chez moi au Maroc, je vais le dire en arabe et après en français, je vais le dire en français, celui qui compte tout seul, se trompe dans le calcul. J'espère que j'ai bien traduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oligarchie, elle est grisée par sa puissance, elle croit qu'elle a raison. Elle croit que les voyous vont continuer à être des voyous comme ça, dans sa main. Non. Le voyou, il a déjà pris le pouvoir dans l'histoire de l'humanité. Les Mamelouks en Égypte, ce n'étaient pas des voyous, mais c'était des mercenaires turcs. Ils ont pris le pouvoir en Égypte pendant 300 ans, si ma mémoire est bonne. Une poignée d'étrangers qui étaient juste bons dans le maniement du sabre. Ils ont contrôlé un pays qui leur était étranger. Au Maroc, plus proche de moi, les Marocains sont crus malins. Ils ont amené des Noirs d'Afrique, qu'on appelait les Haratim. Aujourd'hui, c'est un terme un peu péjoratif, mais à l'époque, ce n'était pas péjoratif. C'était une dénomination ethnique. Des Noirs qui ont été raptés, rasiés, d'accord, au 15e, 16e, 17e siècle. On les a emmenés et certains on les a installés dans le sud-est, le Tafilet. D'autres, on en a fait des soldats auprès de la monarchie, des forces de choc. Parce que c'est toujours pareil, un black du Sénégal, surtout si tu le prends à un bas âge, il ne jure que par toi, le sultan, le pacha. Il s'en fout du Marocain qui est blanc, qui est raciste envers lui d'ailleurs.
Donc c'est une force, toi tu es le patron, tu as besoin de cette force d'appui-là, parce qu'elle castagne tranquille, elle n'a pas d'état d'âme. Sauf qu'à la mort du grand sultan Moulay Ismail, mort en 1727, nous avons une crise de succession qui a duré 30 ans, 50 ans. Les Haratin de Meknès, la capitale était à Meknès, les Haratin, la force d'élite, disons le GIGN de la Racaille, je fais des grands parallèles et des grandes exagérations, c'est pour que vous compreniez. Le GIGN étranger, les mercenaires étrangers, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir au Maroc. Ils ont nommé leur sultan. Ce n'était pas un sultan noir, mais c'était un des enfants de Moulay Ismail qui était imposé par les Haratin. Et d'ailleurs, il durait 6 mois, 1 an, et puis d'autres lobbies marocains, les Berbères du Moyen Atlas, les Zaouïs de Ouazzane, ils s'alliaient avec d'autres enfants de Moulay Ismail, qui était un type très prolixe, je crois qu'il a eu des centaines d'enfants, et ils prenaient le pouvoir. Donc attention, le système peut se tromper et il peut avoir l'effet boomerang. Les violents, quand ils comprennent que tu es pourri, que tu es juste du bluff, que tu as le ventre ramolli et que tu dépends d'eux, ils te mettent à l'amende et te prennent le pouvoir. C'est ce qui se passe au Mexique. Les cartels mexicains à la base, c'était des milices des partis politiques ou des milices des grandes familles oligarchiques. Aujourd'hui, les cartels sont émancipés de l'oligarchie. Ils sont devenus l'oligarchie. Et ils gèrent maintenant des États. Enfin, ils ne les gèrent pas comme ça, mais l'État de Sinaloa, par exemple, le gouverneur, j'ai l'impression qu'il donne sa feuille de route au cartel avant de travailler. Le gouverneur de Monterrey, pendant longtemps, il dormait, il passait la nuit au Texas. Tu imagines, le gouverneur d'un État, il dormait au Texas chaque nuit. Il n'avait pas confiance parce que les cartels avaient pris le pouvoir. Et les cartels, au début, ils étaient méprisés. C'était la petite racaille qui faisait le contrebande vers les États-Unis de cannabis, d'armement. Et voilà, c'était des petits minables. Ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, même la racaille s'est fait avoir, s'est fait enfumer par une autre racaille. Les États, il y a eu un coup d'État dans les cartels mexicains. Le cartel del Golfo, qui est vers Monterrey, vers le golfe du Mexique, Veracruz. Ce cartel-là, il a monté sa force d'élite, les Zetas, qui était formé de parachutistes de l'armée mexicaine, des gens qui étaient démobilisés à la retraite à 40 ans, je sais pas, ou déserteurs. Ils ont offert leur service aux mafieux, avec des techniques militaires, des techniques d'élite. Et quand ils ont compris qu'ils étaient plus forts que les mafieux, ils ont fait le coup d'État contre le cartel du Golfo. Et maintenant, tu as le cartel des États, qui est terrible, qui est même devenu la terreur des cartels. Parce que les États, ils ont la discipline que n'ont pas les mafieux. Ce sont des anciens militaires. Et ils connaissent les techniques de télécommunication, de cryptage, de combat. Et ils ont, bon, voilà, pas rentrer dans les détails. Donc, attention, la voyocratie peut se retourner contre le pouvoir, à terme. C'est possible. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Ensuite, le système se croit très malin parce que la voyocratie est alimentée par l'immigration. Cette immigration, elle a le bonheur de voter à gauche ou de voter Macron. Donc tout le monde s'y... Donc c'est banco. Hein. Ils amènent une force supplétive qui maltraite le peuple français, qui le rabaisse, qui confine les forces de police françaises. Et en plus, elle vote à gauche. C'est merveilleux. Ou elle vote progressiste. Mais attention, cette force-là, cette immigration-là, elle vote à gauche parce qu'elle n'est pas encadrée. Elle n'est pas encadrée comme tous les prolétariats, elle a besoin d'une élite. Le prolétariat tout seul ne sert à rien. La foule toute seule ne sert à rien. Il faut toujours une élite. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Lénine et Mao. Donc, j'ai rien inventé. Un jour ou l'autre, le prolétariat immigré va être organisé. Et là, il va cesser de voter à gauche. Il va voter pour des partis nationalistes de l'immigration. Il va voter pour des partis qui vont défendre l'émancipation du peuple immigré. Ou il va voter pour les islamistes. Il suffit que des mecs intelligents, honnêtes, issus d'immigration, fassent de la politique. Aujourd'hui, nous avons l'écume des vagues, comme on dit. Hein. Nous avons des rappeurs, nous avons des joueurs de foot, nous avons des humoristes. Bon, ils nous mangent dans la main parce que il suffit qu'un oligarque français appuie sur un bouton pour que ces mecs ne passent plus sur Canal+. Et la messe est dite, ces mecs meurent de faim. Demain, en plus souvent ils ont des casiers judiciaires, donc ils sont dans la main du pouvoir. Demain, tu auras des mecs honnêtes, intelligents et qui ont compris le sens de l'histoire, c'est-à-dire l'émergence d'un peuple immigré en France. Ça aussi, je le dis dans mon livre de la diversité au séparatisme. Demain, tu auras des mecs comme ça, eh bien, ils ne vont plus voter à gauche. Ils vont demander à voter pour des partis de l'immigration, des partis nationalistes, qui vont demander l'émancipation des territoires en France, une réforme du pacte social, une réforme de la laïcité, que sais-je.
Et ils vont peut-être voter pour des partis islamistes. Demain, vous aurez des vrais imams du niveau des chiites comme Khomeini ou Al-Sistani en Irak, un grand imam, un type visionnaire, ou des grands frères musulmans comme il y en a en Égypte. Là, c'est une autre conversation. Ou des imams comme el Madani, en Abbasi el-Madani, c'est ça, en Algérie, au Belhaj. Là, c'est un autre niveau. Et là, le pouvoir, je voudrais bien l'y voir, moi, négocier avec ces gens-là. J'espère ne pas être là. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. On a mis 50 minutes à détailler ça. J'espère que je vous ai été utile. Et sincèrement, on n'est pas dans la conspiration là. Là, on est dans la vraie politique. Il y a des choses ici que je ne parviens pas à sourcer et démontrer. Mais la majorité de ce que j'ai dit ici est largement soutenu par des faits historiques. Et je vous demande d'ouvrir les yeux. Tout simplement de ne pas être naïf. Allez, et encore une fois, moi je ne mets pas toute l'immigration dans le même sac. Et l'immigration, elle est victime de la racaille. Ce sera mon tout dernier. Le grand drame, le grand crime de l'oligarchie française, dont Macron est un représentant, mais il n'est pas le chef, ou Sarkozy, Hollande, Chirac, oui c'est ça, le grand crime, ils ont commis deux crimes. Ils ont sacrifié le peuple français, je l'ai expliqué pendant 50 minutes, mais ils ont aussi sacrifié l'immigration. Parce que la racaille stigmatise les immigrés, ce qui fait que les jeunes issus des banlieues qui portent un patronyme arabe ou africain, ils sont stigmatisés à l'embauche. Ça, il ne faut pas être. Je pense que ça existe. J'ai vécu des choses, moi, en tant qu'être humain, personne physique, donc j'ai vécu des choses. Donc, cette stigmatisation, nous, on ne la mérite pas. Mais la racaille nous stigmatise. La racaille alimente le racisme. Première chose. Deuxième chose, cette racaille, comment dirais-je, elle opprime les communautés immigrées, celles qui veulent s'en sortir. Parce qu'on est toujours dans les mauvais sujets. On brûle des voitures, les idiots qui nous gouvernent, ils vont faire un cirque dans les Yvelines, ou des médiathèques, ou des bibliothèques, parce qu'ils ont peur d'autres émeutes, ou peut-être qu'ils sont corrompus, je ne sais pas, pourquoi pas, ou ils sont bêtes. Alors que le vrai débat aujourd'hui dans les banlieues, ce n'est pas une médiathèque, on s'en fout, il y a Wikipédia et puis tu peux prendre le métro, tu vas à Paris ou tu vas à Toulouse. Le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas refaire les HLM ou refaire les cages d'escalier ou faire le championnat du monde, la Coupe d'Afrique des banlieues. Ça, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Bon, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement, mais ce n'est pas ça une politique. Le problème aujourd'hui, c'est comment tu crées l'excellence républicaine dans les cités. Comment tu sauves. Parce qu'aujourd'hui, tu as des Marocains, des fils de bergers de l'Atlas ou du Rif qui font Polytechnique, bon sang. Et tant mieux. Mais leurs cousins qui sont nés à Aulnay-sous-Bois n'arrivent pas au bac. Pourquoi? Parce que l'excellence ne pénètre plus dans les banlieues. Quand tu tues des profs, quand tu tues Samuel Paty, bah, tu ne vas pas envoyer les meilleurs profs en banlieue. Tu vas envoyer des mecs qui veulent se casser. Voilà, tu n'es plus sur les bons sujets. On parle de rénover les cages d'escalier, mais c'est ridicule. Le problème, c'est l'excellence éducative. C'est ça le seul moyen de s'en sortir. C'est de sortir les gens de la misère. En plus, la racaille a créé une sous-culture banlieue, qui n'est pas une culture du travail, où l'homme blanc est la victime et l'ennemi. Or, l'homme blanc, qu'on le veuille ou non, j'aime pas raciser les choses, le français de souche, il a des qualités, notamment la discipline et le travail. Or, sans discipline et sans travail, les immigrés resteront dans les marges, ils resteront à la CAF. Donc la racaille, elle consolide cette culture qui déteste l'homme blanc, qui déteste en lui ses qualités, c'est-à-dire le travail, la discipline, l'obéissance. Ce qui fait que les jeunes de banlieue sains, de bonne famille, ils sont infectés, ils sont du moins influencés par cette culture-là. On leur fait détester au berceau par la racaille, par le rap, on leur fait détester les bonnes valeurs. Eh bien, on en fait des chômeurs, on en fait des marginaux au sens de précaires, qui vont être aigris toute leur vie et qui vont laisser les places, libérer les places aux enfants de gosses de riches. C'est ça le grand hold-up, c'est ça le grand crime. Ce qui fait que cette immigration ne sert à rien. Parce que les Marocains de France, là j'exagère et je stigmatise, enfin j'englobe, j'essentialise parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Cette immigration marocaine, algérienne, tunisienne, malienne, elle est victime en France de l'oligarchie française, comme elle est victime de l'oligarchie marocaine. Le Marocain au Maroc, on lui interdit d'accéder aux élites parce qu'il ne parle pas le français, alors que le français est la langue des élites marocaines. Alors le français est très mal enseigné dans les écoles publiques, ce qui fait que le fils du peuple au Maroc, il part perdant dans la vie, première chose.
L'économie marocaine, je parle du Maroc, elle est largement prise en charge par une oligarchie qui a pris certaines bonnes places. Donc c'est difficile d'être faire start-upper au Maroc. Je parle du Maroc, je ne parle même pas d'Abidjan, d'Alger, c'est pire. Hein. Alger, là c'est la mafia militaire. Mais bon, je parle du Maroc. Tu prends ce Marocain-là, tu l'envoies à Aulnay-sous-Bois, la France met des milliards d'euros pour l'éduquer, pour lui faire des HLM, des bibliothèques, des médiathèques. Mais il arrive, mais par ce que je viens de vous expliquer, son échec est organisé par la culture banlieue qui fait qu'il renonce, il ne se bat même pas pour appartenir à l'élite française. Voilà. Donc c'est un drame. Nous sommes, nous les immigrés en France, on va dire, nous sommes une chair humaine sacrifiée. Nous sommes sacrifiés par nos oligarchies chez nous, dans les pays d'origine, et nous sommes aussi enfumés en France. Évidemment, il y a des cas merveilleux de réussite, j'en connais, des jeunes filles, des jeunes garçons, des banlieues qui ont contourné cette malédiction. Mais malheureusement, on ne fait pas un pays avec une élite seulement. On ne fait pas un pays avec des exceptions heureuses, on fait un pays avec la masse. Voilà. J'espère avoir été utile. A plus. Partagez cette vidéo, surtout partagez parce que cette parole, évidemment, qui n'est pas dans le moule de France 24 ou de France Télévisions, elle ne va pas être distribuée. Hein. Donc l'algorithme ne va pas m'aimer beaucoup. Donc il y a une discrimination. Hein. Il y a une discrimination contre notre pensée. Donc s'il vous plaît, partagez ça et donnez like, le pouce bleu comme on dit. A plus.